Goodvest, on est une plateforme d'investissement éco-responsable pour les particuliers. Est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu comment vous rémunérez Goodvest? Donc on est bien plus compétitif que ce que tu peux trouver dans une assurance d'une banque traditionnelle. Pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage. J'ai l'impression que parfois il y a un petit peu des discours, même de certaines banques traditionnelles, des néobanques, etc., qui vont dire bon, voilà, votre argent pollue, mettez-le chez moi, on ne sait pas à quel point c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est du greenwashing? Alors déjà, il y a deux choses, il y a un peu un mélange des genres sur ce qu'on a pu voir en termes de communication sur le marché, c'est entre l'impact de l'argent sur un compte bancaire et l'impact d'euros qui vont être effectivement investis. Ouais. Est-ce que mon impact il est plus symbolique ou est-ce qu'il y a quand même vraiment on va dire, un intérêt là du fait de, entre guillemets, hein, je te pousse un peu dans le retranchement, mais de me rassurer sur le fait que je fais une bonne action en ouvrant un contrat d'assurance vie chez toi? Je te dis pas, mets ton argent chez moi, tu vas sauver le monde. Si tu mets ton argent chez nous, tu sais ce que tu vas financer, tu sais ce que tu ne vas pas financer. Je pense qu'il y a une question qui se pose assez naturellement dès lors qu'on va tenter de choisir un placement éco-responsable, c'est finalement, est-ce que c'est aussi performant que, on va dire, une assurance vie traditionnelle ou... Bonjour Joseph. Hello Hugo. Super content de te recevoir ici. Donc l'idée un petit peu pour te dire de cet entretien cash, c'est de te poser des questions sur Goodvest, dont tu es le cofondateur. Goodvest qui est, tu auras l'occasion de nous expliquer, mais qui est on va dire un service de placement éco-responsable. Donc moi je vais me mettre un petit peu en fait à la place d'un client potentiel. Et je vais te poser des questions qui peuvent, lui, se poser pour que nos auditeurs, in fine, puissent savoir si Goodvest, finalement, est une solution qui répond à leurs besoins. Donc, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer ce que vous faites chez Goodvest? Bien sûr. Alors, Goodvest, on est une plateforme d'investissement éco-responsable pour les particuliers. On s'est lancé il y a 4 ans en proposant la première assurance vie qui est alignée avec l'accord de Paris et qui exclut les énergies fossiles. C'est quelque chose qui n'existait pas sur le marché à l'époque. Et depuis, on a pas mal élargi notre offre pour répondre à un maximum de besoins. Et donc maintenant, sur la plateforme, tu peux trouver 9 produits et classes d'actifs différentes qui vont de l'assurance vie au PER, en passant par un livret, de l'investissement dans l'immobilier ou bien dans le private equity, pour vraiment répondre aux besoins de tout investisseur qui a envie de savoir ce que son argent va financer et pour investir en accord avec ses valeurs. Ok, super. Alors du coup, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu cet entretien en 2 temps. On va d'abord parler des sujets financiers, parce que vous êtes avant tout un placement. Donc l'idée, c'est qu'il y ait de la rentabilité pour les gens qui souscrivent chez vous. Et puis après, on va parler des aspects d'éco-responsabilité, de durabilité, etc. Mais peut-être juste, puisque tu l'as mentionné, l'accord de Paris, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ce que ça implique, en tout cas pour vous, ce que vous faites? Bien sûr. Alors, sur l'accord de Paris, là, ça échappe à personne. On tourne ce podcast début juillet. On sort d'une belle vague de chaleur à Paris. Donc, le climat se réchauffe. Et l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc, 2 degrés, bien sûr, c'est une moyenne. Si la planète se réchauffe de 2 degrés, ça veut dire que potentiellement, à certains moments, à certains endroits, on va avoir plus 12, plus 13 degrés de réchauffement. Parce que c'est une moyenne. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a dépassé les plus 1,5 degrés. C'est une alerte récente qu'ont fait les scientifiques, beaucoup plus vite que prévu. Donc le réchauffement climatique, non seulement a bien lieu, mais il a lieu plus vite qu'on le prévoit. Et donc, en fait, quand on investit notre argent, il va financer des entreprises, plus ou moins directement. On en parlera après, selon le type de classe d'actifs qui sont financés. Et l'idée de ce placement, c'est que plutôt que de financer des énergies fossiles ou des industries qui vont accélérer le réchauffement climatique, c'est de financer plutôt des solutions qui vont chercher à l'atténuer, à s'adapter au réchauffement climatique. Par exemple, des énergies renouvelables, de la mobilité bas carbone, d'autres secteurs qui doivent aussi se décarboner, comme par exemple le secteur de l'immobilier qui émet beaucoup de CO2. Et donc, ce qu'on fait chez Goodvest, c'est qu'on construit des portefeuilles d'investissement qui respectent l'accord de Paris, donc qui respectent 2 degrés maximum de réchauffement climatique. Aujourd'hui, si tu prends la finance mondiale, elle nous amène plutôt vers une trajectoire à 3,6, 3,8 degrés. Donc clairement, c'est un monde invivable. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est des portefeuilles alignés avec l'accord de Paris, en excluant tous les secteurs néfastes, comme les énergies fossiles, et en donnant un maximum de transparence à l'épargnant sur quelles activités, quel secteur il va financer. Ok, super. Donc du coup, on peut prendre l'exemple de l'assurance vie, qui est un petit peu votre premier produit et j'imagine encore aujourd'hui votre produit phare. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette assurance vie? Donc c'est vous qui allez choisir les supports du contrat en fonction peut-être d'un certain nombre de questions que vous allez me poser à l'entrée en relation sur votre site.
Et vous faites donc une gestion pilotée donc qui va non seulement correspondre à mes besoins, mais aussi, comme tu le disais, respecter cet accord de Paris, c'est ça? Complètement. Donc nous, on est parti d'une approche où on veut rendre l'investissement responsable accessible à toutes et à tous. Donc la gestion pilotée, peu importe son niveau, en fait, on peut investir. C'est aussi utile pour les investisseurs avisés qui n'ont tout simplement pas le temps ou pas l'envie d'aller s'occuper de leur placement, surtout quand il s'agit de savoir qu'est-ce que ça va financer, parce que ça, c'est un autre travail qu'une gestion financière, c'est un travail supplémentaire. Et donc, comment ça fonctionne? Tu vas sur goodvest.fr, tu fais une simulation, tu vas répondre à certaines questions pour que nous, on comprenne quel est ton profil d'investisseur, quel est ton projet d'investissement, à quel horizon tu veux investir, dans quel but, quelle est ton aversion au risque. Et assez rapidement, on va te faire une proposition personnalisée que tu vas pouvoir derrière aussi, toi, personnaliser davantage si tu le souhaites, en ajoutant des classes d'actifs. Et derrière, tu vas investir c'est de la gestion pilotée. Donc, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Tu peux regarder une fois par an ou bien plus souvent. Et tu peux soit le faire en totale autonomie, soit on a une équipe de conseillers aussi qui est disponible pour répondre à toutes les questions de nos clients. Ok, super. Alors nous, chez Financiero, on aime bien comparer justement les placements et en particulier les assurances vie. Un des critères qu'on va beaucoup regarder, c'est en particulier les frais. Les frais et les supports, on y reviendra. Peut-être sur les frais, donc gestion pilotée, j'imagine que ça implique des frais un petit peu supplémentaires par rapport à une gestion libre, mais c'est normal puisqu'il y a un service qui est rendu. Est-ce que tu peux peut-être préciser un petit peu justement cette structure de frais et comment vous rémunérez Goodvest? Ouais. Alors déjà, sur la partie frais, on est en ligne, on va dire, avec ce qui se fait sur la tarification Internet. Donc, on est bien plus compétitif que ce que tu peux trouver dans une assurance vie d'une banque traditionnelle. Ouais. Bien sûr, évidemment, mais ça, c'est normal sur Internet. Il n'y a pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie, pas de frais d'arbitrage, pas de frais de performance. Donc ça, c'est un point qui est important. Ensuite, en termes de tarification, ça va dépendre du produit. Mais on va prendre l'exemple de l'assurance vie et du plan d'épargne retraite. Aujourd'hui, on est frais de contrat plus frais de gestion pilotée entre 1,3 et 1,5%, auquel il faut ajouter les frais des fonds sur la partie gestion pilotée, qui sont des ETF ou bien des fonds clean share ou en part institutionnelle. On va revenir sur ce que c'est maintenant, mais en fait, c'est ces fonds en gestion active qu'on peut trouver sur le marché, dans une banque ou chez un courtier, que ce soit un courtier Internet, souvent sont proposés dans des parts retail. Donc, c'est des frais qui sont assez élevés. Souvent 5 fois plus cher que les ETF. Et là, en fait, en choisissant des parts institutionnelles, on a ces mêmes fonds, mais qui sont beaucoup moins chargés parce qu'on ne perçoit pas de rétrocession dessus. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que sur la gestion pilotée, on est entre 1,5 et 1,8, 1,9% du montant sous gestion maximum. Tout compris. Donc, ça comprend les frais des supports. Et ça, c'est assez important de le préciser parce que souvent, les frais des contrats d'assurance vie qu'on peut trouver dans la presse, etc., ne vont pas comprendre les frais des supports. Donc, on peut trouver un contrat qui va être facturé 0,6, 0,7, 0,8%. En fait, il ne faut pas oublier d'additionner les frais des supports qui peuvent nous monter assez rapidement à 2,5%, voire plus, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on recommande en général d'investir avec des ETF justement pour éviter ce surcoût de frais qui, dans l'assurance vie, est généralement, comme tu dis, un petit peu mis sous le tapis et pas très transparent. Du coup, je reviens un petit peu sur les fonds clean share, puisqu'en fait, d'une certaine manière, ce que tu dis, c'est que c'est un peu une alternative aux ETF, justement, pour réduire les frais. Typiquement, il me semble qu'un fonds au PCVM traditionnel, on va être en moyenne à 1,7% de frais de gestion. Sur un fonds clean share, du coup, tu vas descendre à combien de frais de gestion? Alors, ça va dépendre bien sûr du fonds. Ça, on va dire que c'est pour un fonds action. Les moyen, 1,7. Voilà, c'est ça. Grosso modo, tu divises par 2 les frais. Parce que très souvent, ce qui se passe sur un fonds actif qui va être facturé 1,7, c'est que tu as la moitié des frais qui est rétrocédée au distributeur. Donc, la société de gestion prend 1,7 et elle donne la moitié au distributeur. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dit « Ok, non, on se paye déjà en fait sur le mandat. Donc, donnez-nous la part institutionnelle, qui est la part qui est 2 fois moins chargée, sur laquelle on ne perçoit pas de rétrocession. » Donc, c'est comme ça que ça marche. Et pourquoi proposer les deux? C'est en lien assez direct avec notre mission. Où en fait, aujourd'hui, la gestion active... Quand tu dis les deux, c'est ETF et fonds clean share. Exactement. La gestion active, donc les fonds en clean share, fonds par instit, qu'on propose, sont des placements plus de conviction. C'est souvent le cas dans la gestion active. Tu vas peut-être avoir parfois plus de biais. Donc, c'est une stratégie qui peut parfois être payante, parfois ne l'est pas. Ça va dépendre du gérant, ça dépend du contexte. Et ça permet d'aller plus facilement cibler des entreprises qui ont un maximum d'impact que les ETF, qui vont être au contraire plus diversifiées.
et ont aussi un peu moins de frais que les fonds parasites Oui, et qui dit CleanShare. plus diversifié, dit forcément, dedans, va peut-être y avoir des entreprises que vous n'avez pas envie d'avoir dans le portefeuille, quoi. Voilà, C'est ça alors l'idée. du coup, là, en l'occurrence, on choisit des ETF qui répondent à nos critères. Donc la méthodologie, elle s'applique sur tous les fonds, que ce soit des fonds ETF ou des fonds CleanShare ou Parasite. Mais sur cette partie ETF, on va aller plutôt chercher la diversification Ok. qu'on a moins sur la partie CleanShare ou Parasite, où là, on va aller plutôt viser des thématiques de durabilité bien précises, comme par exemple l'investissement dans les forêts, dans l'eau et d'autres secteurs comme ça. Alors, on va revenir justement sur cette façon dont vous allez choisir tel ou tel fonds justement pour répondre à votre mission. Mais simplement pour rester sur la partie financière, j'imagine que vous avez aussi forcément en tant que service financier des objectifs de rentabilité. Comment est-ce que vous faites pour composer le portefeuille? Est-ce que c'est un comité d'investissement? Est-ce que c'est du full passif? On construit un portefeuille et on le tient pendant 10 ans. Comment est-ce que vous êtes organisé pour ça, pour vraiment dégager du rendement pour vos clients? Alors, donc, une de nos particularités, c'est qu'on a une équipe dédiée à ça chez Goodvest, qui est l'équipe offre et ISR, donc, dont le métier, ça va être de développer l'offre et d'analyser en permanence plein de fonds pour pouvoir en rentrer des nouveaux dans nos allocations et également faire des arbitrages lorsque c'est nécessaire. Donc, depuis le début, ils ont analysé un peu plus de 8000 fonds, des fonds qui vont être soit des fonds labellisés, soit des fonds qui ont la note de durabilité qu'on appelle SFDR, un peu dans le jargon, 8 ou 9, donc les fonds les plus durables du marché. Ils vont rentrer en contact avec les sociétés de gestion, récupérer tous les inventaires de ces fonds, les analyser grâce à des fournisseurs de données qu'on a, comme par exemple Carbon 4 Finance, qui est la société qui était cofondée par Jean-Marc Jancovici et qui est spécialiste vraiment de l'empreinte carbone des entreprises. Donc ça nous permet derrière de faire des allocations qui respectent l'accord de Paris. On prend aussi des données auprès d'organisations comme Jurgewald, qui nous donnent l'exposition aux énergies fossiles des entreprises, des données auprès de la Caisse dépôt biodiversité et de Carbon 4 Finance sur la biodiversité. Et en fait, avec toutes ces données-là, on arrive à faire un filtre où aujourd'hui, on a une centaine de fonds sur les 8000 analysés qui passent nos critères. Donc là, on arrive avec une sélection de fonds qui est assez pure, qui va répondre vraiment à nos critères de durabilité. Et derrière, on va construire des allocations. Là, c'est dans un second temps, en fait, qu'on regarde la partie financière, tarification, diversification, volatilité, etc. Donc, le premier filtre, c'est le filtre éco-responsable. C'est ça. S'assurer que ça répond à vos besoins. Et ensuite, là, vous allez vous dire, OK, quels sont dans ceux-là les plus rentables peut-être ou quelque chose comme ça. C'est ça, complémentaire à l'allocation existante, etc. Et donc, nous, ce qui nous différencie, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe souvent sur le marché, c'est que les sociétés de gestion, les asset managers ou les distributeurs font une sélection financière et après vont trouver des critères extra-financiers. Donc, en fait, on cherche à mettre des notes sur quelque chose qu'on a déjà, alors que nous, on fait le chemin dans le sens inverse. Et ensuite, on a un comité d'investissement externe qui est consultatif, indépendant, qui va nous faire des recommandations. Il est composé de 3 Chief Investment Officers, de 3 sociétés de gestion qui gèrent ensemble 100 milliards et qui va se réunir une fois par trimestre pour nous faire des recommandations financières, extra-financières, et nous challenger un peu sur les allocations. Et on va faire grosso modo des arbitrages entre 2 et 3 fois par an, que ce soit pour des raisons financières ou des raisons extra-financières, parce qu'il arrive qu'un fonds qui passe nos critères à un moment donné dévie en incluant des énergies fossiles à un moment donné. Et donc, parce qu'il y a un changement de stratégie au sein de la société de gestion. Et là, nous, notre travail, ça va être d'arbitrer ce fonds pour vérifier qu'en permanence, il répond à la fois aux enjeux financiers et extra-financiers de nos clients. Ok. Donc finalement, ce comité extérieur va un petit peu donner on va dire ce tilt de gestion active qui peut décider de modifier un petit peu l'allocation, mais j'imagine que ça reste finalement à la marge. Vous n'avez pas changé du tout au tout du jour au lendemain. Non, surtout sur des raisons financières où en fait, par exemple, ça va être on a adapté nos allocations parce qu'il y avait un changement, un bouleversement sur l'univers des taux. Et donc on s'est dit il faut changer la duration de nos obligations pour pas subir ces changements de plein fouet, quoi. Donc ça va être certes, c'est de la gestion active. C'est du long terme. C'est du long terme. C'est pas de la gestion tactique. Ok, donc là, il se passe ça dans tel pays, donc il faudrait qu'on s'expose plus à tel secteur. Ça, c'est un peu plus spéculatif. Nous, on a une gestion patrimoniale, long terme. Nos clients, ils viennent pour 10, 15, 20 ans. Et donc voilà. Ok, super. Et du coup, je pense qu'il y a une question qui se pose assez naturellement dès lors qu'on va
tenté de choisir un placement éco-responsable, c'est finalement, est-ce que c'est aussi performant, est-ce que c'est peut-être plus performant, moins performant que, on va dire, une assurance vie traditionnelle ou un robo-advisor qui va être 100% ETF, par exemple. Est-ce que ça, tu as des éléments de réponse sur cette question-là? Ouais, c'est une question que beaucoup de monde se pose. Il y a pas mal d'idées reçues là-dessus. Ouais. Si on regarde par exemple le MSCI World, qui est le principal indice dont tout le monde parle, et qu'on compare au MSCI World SRI, donc la version durable de ce MSCI World, si on regarde les 10 dernières années, il y a 7 années sur les 10 sur lesquelles le MSCI World SRI a surperformé. Okay. Et ce qu'on regarde, ce que les études montrent, c'est que plus l'horizon est long, plus la surperformance de l'ISR est fréquente. Il y a beaucoup de méta-analyses qui ont été faites sur le sujet. On observe grosso modo qu'il n'y a pas d'impact négatif au fait d'investir de manière durable. C'est soit un impact neutre, soit un impact positif. Alors bien sûr, si on regarde des périodes très courtes dans des pays donnés, il peut y avoir de la surperformance ou de la sous-performance, mais ça c'est lié à l'environnement politique, sur 1 an, 2 ans, il peut se économique. Voilà, il peut se passer plein de choses. On a vu des années où l'ISR a surperformé très très nettement tous les autres secteurs. D'autres années où les secteurs qui ont le mieux fonctionné, c'était les énergies fossiles. Donc ça va dépendre vraiment de plein de paramètres, mais plus l'horizon est long, plus la performance de l'investissement responsable est meilleure. Et donc nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est que voilà, vous ouvrez une assurance vie ou un plan d'épargne retraite, pas pour 2 ans, pour 10, 15, 20 ans. Et donc c'est assez logique que ça devrait surperformer. Il y a un autre biais, une autre idée reçue qui est que l'investissement responsable coûterait plus cher. Et donc là-dessus, il y a des études qui ont été faites aussi sur le sujet en comparant les frais des fonds. Et les frais des fonds en moyenne, non ISR, non ESG, s'élèvent à 0,9%. Et les frais des fonds ISR en moyenne s'élèvent à 0,83%. C'est pas une très grosse différence, mais en tout cas, c'est pas plus cher. Pas plus cher, ok, super. Donc, voilà. Ok. Et alors, du coup, je pense qu'on a cerné un petit peu le fonctionnement financier. Je reviens un petit peu sur les aspects de durabilité. Donc, tu as commencé à expliquer ta méthode. Donc, vous partez d'un certain nombre de fonds, vous avez filtré petit à petit. Comment est-ce que, c'est quoi les critères essentiels que vous regardez pour justement éliminer les supports d'investissement dans lesquels vous ne voulez pas investir, sachant que je précise quand même que vous n'allez pas à moins que tu me contredises, mais vous n'allez pas dans le détail de l'action, vous n'avez pas ou une action ou une obligation, puisque à la fin, dans votre contrat, dans votre mandat, vous avez des fonds d'investissement. Mais néanmoins, peut-être que vous regardez quand même pas mal dans le détail la stratégie des fonds. Donc, quels sont les critères importants pour choisir vos fonds d'investissement? Alors justement, on va jusque dans le détail de l'action ou de l'obligation. Ça, c'est vraiment notre particularité et c'est ce qui fait vraiment de la valeur ajoutée. C'est qu'on récupère tous les inventaires des sociétés de gestion, qu'on réanalyse tous les 6 mois. Et donc, on va vérifier ligne à ligne que ça matche nos critères. Et donc, nos critères, ça va être faire une allocation qui respecte l'accord de Paris, donc maximum 2 degrés de réchauffement climatique. Et le client peut voir sur son espace client la trajectoire de réchauffement climatique de son portefeuille. L'exclusion des secteurs néfastes, donc on exclut entièrement les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, extraction, production, et d'autres secteurs néfastes. Là, c'est plus classique, comme le tabac, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies, etc. Ensuite, on analyse l'impact sur la biodiversité également. Donc, on va vérifier que le fonds est meilleur que son fonds benchmark, donc de la même catégorie, grosso modo, sur l'impact sur la biodiversité. On va regarder aussi la politique de vote de la société de gestion. Et en fait, on a une liste d'entreprises qui ne passent pas nos critères et le fonds est flagué en fait dès qu'il a cette entreprise-là. Et donc ça, c'est plutôt des entreprises qui ont des controverses importantes. Et donc voilà, c'est comme ça que la sélection se fait aujourd'hui. On va même plus loin parce qu'on a lancé au début de l'année 2025 un fonds maison avec la société de gestion Sycomore, qui est une société de gestion qui est pionnière dans l'investissement responsable. Ce fonds s'appelle Goodvest Planet Ambition. Et justement, il a des exclusions sectorielles qui sont plus exigeantes, qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur le marché. Par exemple, c'est un fonds qui exclut l'aviation, qui exclut certains types d'agriculture intensive, ce qui aujourd'hui n'existe pas sur le marché comme exclusion. Et je reviens, donc du coup, l'idée de base à chaque fois, c'est de dire, OK, je vais exclure les entreprises qui respectent pas l'accord de Paris d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises finalement qui le font? On peut se dire, oui, s'il y avait tant d'entreprises de ça qui le faisaient, on n'aurait peut-être pas les problèmes qu'on a aujourd'hui. Est-ce que finalement, parfois, tu n'as pas besoin de faire des compromis? Je sais que la plupart des fonds ISR font plutôt du best in class, c'est-à-dire que dans un secteur d'activité,
je sais pas, je prends l'automobile par exemple, qui n'est pas un secteur justement très vertueux d'un point de vue de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre. Et le best in class, ça consiste à dire, bon, bah, dans ce secteur-là, je vais choisir, je sais pas, par exemple, les 5 meilleures entreprises, c'est-à-dire celles qui polluent le moins, mais qui polluent quand même. Est-ce que vous avez cette façon de faire? Vous allez dire, non, s'il n'y en a qu'une qui respecte l'accord de Paris, je vais prendre que celle-là. Alors, nous, ce qui compte, c'est que le fonds, à son échelle, respecte l'accord de Paris. D'accord. Donc, on est assez diversifié géographiquement, en fait. On se retrouve à investir à part dans les secteurs que je t'ai indiqué qu'on exclut, on est assez diversifié géographiquement. Un client qui est chez Goodvest, il va se retrouver à investir en fait sur généralement autour de 1000 actions et obligations différentes. Donc de manière très diversifiée, géographiquement, sectoriellement, et il y a de quoi faire, heureusement. Dans nos allocations, il y a 2 types d'entreprises et il y a 2 types de fonds. Il y a des entreprises là qui sont des pionniers de la transition écologique et qui vont vraiment accélérer la transition écologique. Donc des acteurs qui font du renouvelable, des batteries, de la mobilité bas carbone, du recyclage, qui préservent les écosystèmes, etc. Ça, c'est vraiment des moteurs de la transition écologique. Et il y a des acteurs qui sont plus passifs, mais qui n'ont pas un impact négatif sur le réchauffement climatique et qui là vont plutôt faire de la diversification et vont chercher quand même à améliorer leur impact qui est déjà plutôt neutre ou légèrement positif. C'est quoi le type d'entreprise? Tu peux citer un exemple des boîtes de conseil, par exemple, des boîtes dans la santé, effectivement dans la tech. C'est des exemples d'entreprises qui ne sont pas des vecteurs d'accélération de la transition écologique, mais qui n'ont pas un impact négatif sur le climat. Ok. Et alors justement, donc tu expliques que tu vas dans le détail de chaque entreprise, etc. Finalement, on peut se poser la question dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans un contrat d'assurance vie, vous ne mettez pas directement les entreprises que vous considérez les plus vertueuses et pourquoi vous passez par des fonds d'investissement, hein, même si je comprends du coup que vous êtes en train de construire là, vous avez construit un fonds d'investissement dédié. Mais est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas tout simplement de vous-même construire l'allocation ligne par ligne? Alors, c'est un peu un autre métier parce que nous, on est allocataire de portefeuille, donc on va créer des allocations de fonds, mais on ne fait pas du stock picking, sauf avec ce fonds-là, et on le fait en collaboration avec Sycomore, qui est une belle société de gestion. Donc, c'est un autre métier, c'est une autre vue de stratégie. Ça impliquerait des portefeuilles extrêmement complexes si on veut rester diversifié. C'est-à-dire que le contrat d'assurance vie s'investit sur 1 millier d'actions. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de contrats d'assurance vie qui te permettraient de le faire aujourd'hui. Très souvent, les contrats d'assurance vie, en termes de titres vifs, ils ont une offre qui est relativement limitée, qui va être assez européenne, quelques titres américains et quasiment pas d'obligations en direct. Et donc, c'est pas l'objectif. Ça apporterait pas tellement de valeur ajoutée aux clients, voire plutôt des inconvénients. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite faire. Après, lancer d'autres fonds maison sur d'autres stratégies que celui qu'on a lancé, c'est quelque chose qu'on regarde, mais ce sera toujours en collaboration avec une société de gestion pour avoir leur expertise, leur valeur ajoutée. Et nous, apporter notre brique plutôt d'exigence extra-financière, etc. Ok, intéressant. Alors, du coup, il y a vraiment ce qui est central dans tout ce que tu me dis, c'est vraiment respecter l'accord de Paris. Donc, respecter, d'une certaine manière, ça suppose de pouvoir mesurer l'impact écologique de son investissement. Et du coup, ça, comment est-ce que vous faites? On sort peut-être un petit peu vraiment de ton métier, de votre métier chez Goodvest. Donc, c'est peut-être une question un peu plus large. Et quand on dit mesurer l'impact d'un investissement, j'ai l'impression que parfois, il y a un petit peu des discours, même de certaines banques traditionnelles, des néobanques, etc., qui vont dire votre argent pollue, mettez-le chez moi, on ne sait pas à quel point c'est vrai, c'est faux, est-ce que c'est du greenwashing? Donc, comment est-ce qu'on mesure l'impact d'un investissement? Alors nous, notre stratégie, notre approche, ça a toujours été qu'on a 2 piliers chez Goodvest. Une méthodologie scientifique qui est transparente et qui est disponible, et le deuxième pilier, c'est la transparence. Donc ça veut dire que tu peux visualiser l'impact concret de ton placement selon la classe d'actifs, quel secteur va être financé, dans quel pays, quelle technologie d'énergie renouvelable va être financée, etc. Donc, c'est pour éviter le greenwashing. En fait, chez Goodvest, moi, depuis le début du podcast, je ne te dis pas mets ton argent chez moi, tu vas sauver le monde. C'est pas mon discours. Mon discours, c'est si
Si tu mets ton argent chez nous, tu sais ce que tu vas financer, tu sais ce que tu ne vas pas financer, tu sais que tu vas respecter l'accord de Paris, et tu sais comment est-ce qu'on investit, comment on réanalyse régulièrement, etc. Et donc, notre arme contre le greenwashing, c'est approche scientifique et transparence. Et après, comment est-ce qu'on fait pour faire des portefeuilles qui respectent l'accord de Paris? On a un fournisseur de données qui est Carbone 4 Finance, qui nous fournit l'empreinte carbone des entreprises en les estimant sur les 3 scopes d'émissions de CO2, donc à la fois sur les émissions directes et indirectes. Ça veut dire que si je prends l'exemple d'un constructeur automobile, on ne va pas regarder juste la construction du véhicule, bien sûr. qui est les émissions directes, mais on va regarder ce qu'il y a en amont, ce qu'il y a en aval. Donc, son utilisation, mais aussi les fournisseurs qui fournissent le constructeur, pour avoir une estimation des émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur. Et donc, c'est comme ça qu'on fait des allocations qui respectent l'accord de Paris. Alors, après, donc je comprends la logique. En fait, finalement, vous allez mesurer on va dire, l'empreinte carbone d'une entreprise. C'est vraiment ça que vous regardez, et pas forcément de ce que va représenter mon investissement dans cette entreprise. C'est vraiment plutôt trier les entreprises entre elles, se dire, OK, bah, celle-là, c'est plutôt une entreprise vertueuse, donc je la mets dans mon portefeuille, celle-là moins, donc je ne la mets pas. Donc comme ça, je sais que j'investis dans des entreprises qui sont en tout cas plus vertueuses que les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas finalement quelque chose de... c'est peut-être un petit peu réducteur, mais de symbolique, quand on sait typiquement que quand je vais acheter une action, c'est finalement une action on va dire, sur le marché secondaire, c'est-à-dire que l'argent, je ne le verse pas à l'entreprise, je le verse à quelqu'un d'autre qui me vend l'action, qui est peut-être un autre particulier ou un fonds d'investissement, etc. Et cet argent ne transite pas du tout dans les comptes de l'entreprise. Donc finalement, est-ce que mon impact il est plus symbolique, ou est-ce qu'il y a quand même vraiment on va dire, un intérêt au-delà du fait de, entre guillemets, je te pousse un peu dans notre chemin, mais de me rassurer sur le fait que je fais une bonne action en ouvrant un contrat d'assurance vie chez toi? Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Effectivement, si tu investis sur les marchés secondaires, tu as moins d'impact que quand tu investis sur les marchés primaires. Ouais. Ça, c'est évident. Pour préciser, marché secondaire, donc c'est ce que j'expliquais, j'achète une action sur le qui côté, est en circulation, voilà. Ce côté. Marché primaire, alors ça peut être du côté, ça peut être du côté pour les introductions en bourse. C'est des nouvelles émissions d'actions, des introductions en bourse ou des levées de fonds, etc. Exactement. Donc, déjà, je vais répondre sur le... Alors déjà, on fait les deux chez Goodvest. On a les deux. Donc ça, c'est le premier point. Mais déjà, je vais répondre sur la partie secondaire. Parce qu'en fait, tu as de l'impact quand tu investis sur le secondaire. Tu as moins d'impact que sur le primaire, mais tu as quand même de l'impact pour pas mal de raisons différentes. Déjà, s'il n'y a pas de secondaire, tu n'as pas de primaire. Aujourd'hui, tous les fonds d'investissement qui font du private equity, du gros, in fine, ils visent une sortie. Bien sûr. Parce que les investisseurs, ils ont besoin à un moment d'avoir un retour sur investissement et d'encaisser leurs bénéfices. Et aujourd'hui, ce qui reste un très gros vecteur de sortie, c'est l'introduction en bourse, qui est encore sur le primaire, effectivement, quand tu as l'introduction en bourse. Et ensuite, si tu veux que l'introduction... les titres. C'est ça. C'est-à-dire que les personnes qui participent à l'introduction en bourse, elles espèrent pouvoir vendre au bout d'un certain moment à un prix supérieur à des acheteurs sur le secondaire. Et s'il n'y a pas de secondaire, tu n'as pas de primaire. Et en fait, en investissant sur le secondaire, sur le renouvelable plutôt que sur les énergies fossiles, tu envoies un signal aux investisseurs primaires en leur disant attention, aujourd'hui, tu as beaucoup de sociétés de gestion qui veulent plus investir dans les énergies fossiles, etc. Et donc, il y aura un premium qui sera plus bas sur les énergies fossiles que sur le renouvelable. Et c'est aussi pour ça que les introductions en bourse sur le renouvelable sont plutôt bien passées ces 5-10 dernières années, parce qu'il y avait une vraie demande sur le sujet. Ensuite, tu as d'autres manières d'avoir de l'impact quand tu es sur le secondaire. Tu as ce qu'on appelle le droit de vote d'un actionnaire, où tu peux choisir de voter pour certaines résolutions. Donc, c'est pour ça qu'on analyse la politique de vote, comme je te le disais tout à l'heure, lors de la sélection des fonds, pour vérifier que les sociétés de gestion, elles ont non seulement une sélection d'entreprises qui correspond à nos critères, mais ne font pas le contraire en assemblée générale. Et c'est pour ça qu'on travaille plus avec certaines sociétés de gestion qu'avec d'autres avec lesquelles on ne travaille carrément pas, parce qu'elles n'ont pas de politique engagée en tant qu'actionnaire. Donc, tu as de l'impact en étant sur le secondaire, même s'il est moins fort que sur le primaire. Donc, sur le primaire, là, tu vas directement financer l'entreprise, la création d'emplois, les nouveaux projets qu'il peut y avoir, etc. Et donc, nous, chez Goodvest, on a à la fois du secondaire et du primaire. Tu as un outil qui existe aujourd'hui qui s'appelle les fonds 90-10 ou les fonds 85-15. En fait, tu vas avoir une partie de côté et une partie de non-côté. Donc, la partie côté permet la liquidité, en fait. Et le non-côté, ça va être une poche qui va financer des PME françaises, par exemple, qui créent de l'emploi. Au sein du même fonds.
au sein du même fonds. Ok. Exactement. Et nous, par exemple, via cette partie-là, on a pu financer des entreprises environnementales ou sociales comme les Cafés Joyeux, par exemple, qui est une belle chaîne de cafés qui va employer des personnes qui sont atteintes de trisomie pour de l'inclusion en fait, des personnes handicapées. Il y a pas mal d'autres exemples d'entreprises comme ça. Donc ça, c'est pour la partie fonds 90-10. On est quand même sur une majorité de côté, mais il y a une partie de non-côté. Et ensuite, on a d'autres classes d'actifs. Là, ce qui est intéressant avec une assurance vie ou un PER, c'est qu'on peut mettre différentes classes d'actifs dedans. On peut mettre, par exemple, des fonds non cotés d'infrastructure. Et donc, nous, on a un fonds infrastructure verte qui va financer via des obligations non cotées des projets d'énergie renouvelable en Europe ou de thématiques très proches. Par exemple, en France, on a, avec ce fonds, financé 8 millions d'euros de prêts à la société Electra qui déploie des chargeurs rapides pour les véhicules électriques. Sur ce fonds-là, vu que c'est du non-coté, en plus, on donne en fait accès aux clients aux détails du nombre de foyers qui sont alimentés par ce fonds en électricité, de quelles technologies d'énergie renouvelable sont financées en quelle proportion, dans quel pays, le détail de chaque obligation du fonds, de quelle technologie, etc. Donc c'est un niveau de transparence qu'on peut trouver nulle part ailleurs. Okay. Donc ça, c'est assez intéressant sur le non-côté. Tu as aussi de l'immobilier, où l'immobilier, en fait, tu vas financer... l'immobilier, c'est un secteur qui met beaucoup d'émissions de CO2, le bâtiment. C'est 15% des émissions de CO2 et c'est 45% de la consommation d'électricité. Donc on voit qu'il y a un enjeu sur ce secteur d'éviter, de recycler les passeurs thermiques. Il y a 5 millions de passeurs thermiques en France, rien qu'en France. Donc ça, c'est un gros enjeu, à la fois de confort et d'émissions de CO2. Et donc, on a aussi cette manière-là d'avoir de l'impact direct. Et ça, c'est pareil, c'est du primaire parce que c'est de l'immobilier, quoi. Ok, super. Tu m'as donné beaucoup d'éléments de réponse. Je vais peut-être rebondir sur quelques-uns. Le premier, tu dis en effet, même si j'achète un titre, par exemple une action sur le marché secondaire, je ne finance pas l'entreprise directement. Mais en tant qu'actionnaire, je deviens responsable en particulier. Donc, je vais voter aux assemblées générales, etc. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous avez justement des fonds d'investissement qui sont un peu plus activistes, c'est-à-dire qui vont vraiment avoir dans leur mandat de dire moi, je vais investir peut-être entre guillemets massivement dans certaines entreprises pour essayer de changer un petit peu la façon dont ils prennent en compte ces facteurs de durabilité dans leur gouvernance, que ça, c'est des choses qui existent? Oui, alors nous, on va plutôt investir dans les entreprises, dans les fonds qui sont déjà assez engagés. En fait, on voit que l'activisme, c'est quelque chose qui fonctionne, mais l'activisme un peu extrême, où tu cherches à renverser complètement le plateau, grosso modo, c'est difficile de le faire fonctionner parce que les fonds sont très souvent minoritaires. Les fonds sont très minoritaires. Donc, donc nous, on n'investit pas dans les énergies fossiles. On pourrait se dire, on va investir massivement dans les énergies fossiles dans le but de renverser la table. Grosso modo, c'est une bonne initiative. Et c'est bien que les fonds qui investissent dans les énergies fossiles cherchent à accélérer la transition écologique des grands pétroliers. Mais grosso modo, ce qu'on observe ces dernières années, c'est que malheureusement, ils ne pèsent pas encore assez sur la table. Même s'il y a eu des grosses avancées, et on a vu lors des assemblées générales de boîtes comme Total Energies, des consortiums qui sont créés de sociétés de gestion qui représentaient 10, 15, 20%. Et donc, c'est une partie significative quand même. Et ça fait bouger les lignes. Mais ça ne suffit pas à faire renverser la table. Et donc, nous, dans notre méthodologie, on analyse effectivement la politique de vote des sociétés de gestion. On leur demande des rapports de vote, en fait. Et on va analyser de manière assez qualitative comment est-ce qu'ils ont voté. On va leur poser des questions. Et on va voir, en fait, si les réponses sont pertinentes ou non, quoi. Ok, et justement, ça, dans un ETF, puisqu'on parlait justement ETF versus fonds classique, j'imagine que la politique de l'ETF, c'est un petit peu de ne pas faire de vagues, entre guillemets. On va voter un petit peu dans le sens du management. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a des sociétés de gestion d'ETF qui ont un petit peu plus ce côté ISR? Alors, déjà, dans les ETF, tu as plusieurs types d'ETF. Tu as les ETF en réplication physique, synthétique. Nous, on va choisir que les ETF en réplication physique. Donc, c'est des ETF qui détiennent vraiment les titres qui composent le fonds. Ce qui n'est pas le cas de tous les ETF. Ça, c'est un critère pour nous parce qu'on sait que forcément, si on veut pouvoir avoir un impact, il faut détenir les titres si on veut pouvoir voter. Souvent, les sociétés de gestion vont avoir le même vote
que ce soit pour leur partie gestion active ou gestion passive. Elles vont pas voter de deux manières différentes. Ok. Donc, en fait, si elles ont une politique engagée sur la gestion active, elle va être aussi engagée sur la gestion passive. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que... Ça permet quand même d'avoir un impact avec les ETF. Complètement. Ok, Ouais. également. Ok, donc un autre élément de réponse que tu as apporté, c'est de dire finalement, on investit aussi sur le marché primaire, donc on va participer par exemple, des levées de fonds, des augmentations de capital, etc. Est-ce que vous avez des fonds de private equity dans vos mandats, donc private equity, justement, qui n'investit que dans des PME, des sociétés qui ne sont pas cotées? C'est quelque chose que vous incluez aussi? Oui. Alors, pas sur l'assurance vie, sur le PER, on a du non-coté. On n'a pas du private equity. Ça veut dire qu'on a du non-coté, on a des obligations non-coté de la dette privée, infrastructure verte, de l'immobilier, etc. Mais on n'a pas de private equity au sens equity, donc au sens action. On en a en dehors de notre offre assurance vie et PER. On distribue des fonds de private equity, de sociétés de gestion comme Mirova, Ring, Tikeo. Mais là, aujourd'hui, les tickets d'entrée sont assez élevés, c'est 100 000 € minimum. Après, ça a tendance la réglementation a tendance à changer et on va de plus en plus vers une démocratisation du private equity. Ouais. Et donc, c'est assez probable que dans les prochains mois, on puisse abaisser ces tickets à 20 000 €. Ok. Et on a l'objectif de continuer à diversifier notre offre et à aller vers plus de private equity. Je rebondis aussi sur ta question pour parler d'un deuxième contrat d'assurance vie qu'on a lancé, qui s'appelle Good Life, et qui a la particularité d'avoir le premier fonds en euro climat du marché, donc un fonds en euro, capital garanti, qu'on n'avait pas. Le fonds géré par l'assureur. Exactement. On n'avait pas jusqu'à présent, parce qu'on travaillait avec Generali, qui n'avait pas de fonds en euro climat. Donc là, on a lancé un nouveau contrat d'assurance vie avec Spirica, qui a lancé le premier fonds euro climat du marché, qui est article 9, qui respecte l'accord de Paris, qui exclut les énergies fossiles, qui apporte cette brique sécurité. On en a profité pour lancer différents mandats. Et on a un mandat qu'on appelle Impact 360 et qui est 100% de mon côté. Donc c'est un des premiers mandats, je ne sais pas si tu en connais d'autres sur le marché, mais en assurance vie qui est 100% de mon côté. Donc il va avoir du fonds en euros, qui va avoir de l'immobilier, de l'infrastructure, des groupements forestiers, etc. Mais c'était une demande d'une partie de nos clients de se dire, OK, moi je ne veux pas que mon argent soit sur les marchés financiers. Alors c'est une partie minoritaire des clients quand même, c'est des revendications bien précises. Et il faut avoir effectivement aussi un horizon d'investissement qui est plus long, parce que tu as un blocage des fonds quand même qui n'est pas très très long vu que c'est de l'assurance vie et que l'assureur assure la liquidité. C'est aussi une prise de risque généralement plus élevée. Alors même là, si vous allez modérer, j'imagine, avec par exemple du fonds en euros, exactement. En fait, très actifs. Ça va être, c'est pas forcément plus risqué qu'investir sur les actions. Tu as moins de volatilité. Après, quand tu as de la volatilité sur le secteur, généralement, tu en as beaucoup. On l'a vu sur le secteur immobilier récemment, mais c'est pour ça que aussi c'est important d'avoir un horizon d'investissement qui est long. Et tu as une durée de blocage des fonds qui, selon les fonds, généralement, sont entre 4 et 5 ans. Donc il faut se dire, je pars minimum sur 5 ans. Ok, ça marche. Et un autre élément de réponse que tu as donné tout à l'heure, c'est donc de dire vous investissez aussi dans l'immobilier, donc l'immobilier qui est un secteur qui est très polluant. Tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous fonctionnez? C'est via une SCI, une SCPI et comment, quel type de projet vous allez soutenir via ce format? Alors nous, on soutient la décarbonation du secteur immobilier de deux manières différentes. Déjà, on a un livret. On a lancé un livret Goodvest avec CFCAL Bank, qui est une banque française qui est une filiale du Crédit Mutuel Arca et qui est spécialisée sur l'immobilier. Donc en fait, c'est un livret, donc c'est un livret bancaire, donc le capital investi est entièrement garanti. Et ce livret va être utilisé par la banque pour faire des prêts qui vont permettre de rénover des bâtiments ou bien de construire de nouveaux bâtiments qui sont classés très bons en DPE, donc c'est A, B ou C. D'accord. Donc en fait, ces dépôts que les clients font sur leur livret vont servir à créer du crédit derrière qui va être pointé vers des projets d'immobilier éco-responsables. Donc ça, c'est la première manière. En fait, pour le client, c'est pas de l'immobilier, c'est un livret bancaire, mais en fait, ça permet de financer la décarbonation du secteur immobilier. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et après, on a ensuite de l'investissement immobilier, là, qui est vraiment de l'immobilier pour le client, qui est effectivement de l'investissement via des SCI. Donc aujourd'hui, on en propose deux, Iroko et Novaxia, qui sont présents dans nos contrats d'assurance vie et PER.
Donc là, c'est des SCI qui vont spécialiser soit sur le recyclage urbain pour Novaxia, donc qui va reprendre des bâtiments qui vont être des passoires, des friches industrielles, etc., les transformer en logements qui sont top critères environnementaux. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un logement qui ne va pas du tout consommer d'énergie, de chauffage, etc., qui va être super bien isolé. Très peu, très peu, bien sûr. Il y a forcément, on n'a pas encore trouvé des logements qui fonctionnent sans électricité, etc. Mais effectivement, après, ils vont chercher aussi à zéro artificialisation des sols. Ça, c'est un gros point dans le secteur immobilier. On a Iroko qui est plus diversifié, là, qui va chercher à améliorer l'empreinte carbone des bâtiments. Bon, pareil aussi en faisant de l'isolation, mais aussi en mettant par exemple des panneaux solaires sur les toits, des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Ok, super. Je reviens un petit peu sur peut-être une question un peu plus générale sur justement greenwashing, pas greenwashing, etc. Donc, tu as donné beaucoup d'éléments de réponse. Merci beaucoup. J'ai l'impression que parfois, il y a un peu une confusion des genres sur la façon dont on va comptabiliser ce que va représenter, par exemple, en termes d'impact, mon compte bancaire chez la banque classique, BNP ou une autre, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, ça me laisse le sentiment qu'il y a peu... on comptabilise deux fois les choses. C'est-à-dire, par exemple, mon argent est investi chez Total. Donc, ça va, on va dire, émettre tant de CO2. Et en même temps, moi, si je vais à la pompe, je prends de l'essence, je consomme cette essence. Et c'est finalement, à la fin, c'est quand même le consommateur ou le producteur qui est responsable de cette émission. Donc, comment est-ce qu'on fait la part des choses entre... est-ce que déjà on peut, je ne sais pas, entre l'impact d'un investissement et l'impact finalement, in fine, du producteur et du consommateur? Ouais. Alors déjà, il y a deux choses. Il y a un peu un mélange des genres sur ce qu'on a pu voir en termes de communication sur le marché. C'est entre l'impact de l'argent sur un compte bancaire et l'impact d'euros qui vont être effectivement investis sur le primaire ou bien sur le secondaire. Et donc l'impact n'est pas du tout le même. Ça, c'est un point qui est assez important. Et quand tu mets de l'argent sur un compte bancaire, ton impact est beaucoup moins direct que quand tu l'investis, même sur un livret ou bien sur une assurance vie, sur un plan d'épargne retraite, où là, tu vas financer vraiment une activité, soit via le primaire ou via le secondaire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, en termes de comptabilité carbone, parce que là, on parle de comptabilité carbone, du coup, en fait. Il n'y a pas un responsable. C'est pas forcément le client le consommateur final qui est responsable. C'est pas forcément l'État qui est responsable, c'est pas forcément l'entreprise, c'est pas forcément le financeur. Ils sont tous responsables. Parce qu'en fait, il faut que tout le monde bouge. Si c'est que les consommateurs, ça ne marchera pas. Si c'est que l'État, ça ne marchera pas non plus. Si c'est que les entreprises, ça ne marchera pas non plus. Il faut que tout le monde bouge. Et donc, chacun a sa part. Comment est-ce que tu comptabilises? Il ne faut pas comptabiliser les émissions de CO2 plusieurs fois, effectivement. Donc nous, ce qu'on dit toujours, et c'est là-dessus aussi qu'il y a eu un peu de confusion sur le secteur, mais ce qu'on a toujours dit, c'est que tu ne peux pas déduire tes émissions de CO2, économiser tes investissements avec ton empreinte carbone personnelle. Ça ne marche pas. Tu mélanges les genres. Je vends une assurance vie chez Goodvest et puis je fais un aller-retour à Dubaï en avion. Ça ne marche pas du tout. Ça ne compense pas. C'est pas possible. Là, la compensation carbone, ça a ses limites. Alors encore plus quand tu mélanges la comptabilité, c'est pas possible. C'est pas parce que tu votes vert que tu peux te dire c'est bon, j'achète 3-4-4 et je laisse allumer quand je vais acheter le pain. C'est pas possible. Donc voilà, on peut pas faire des additions ou des déductions par rapport à l'empreinte carbone de l'entreprise, de son bilan carbone personnel, etc. Par contre, c'est important que l'ensemble de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'économie bougent, parce qu'on est dans une situation où il y a vraiment urgence. Et donc, il faut que les actionnaires bougent, donc les investisseurs. Il faut que les consommateurs bougent, que les entreprises bougent, que les États bougent, que toutes les parties prenantes s'engagent, en fait. Et donc c'est important. C'est pas parce que je consomme bien qu'en fait, je peux me dire je vais voter pour le plus mauvais parti en termes d'émissions de CO2, que je vais travailler dans la pire entreprise, que je vais financer les énergies fossiles. Ce serait un peu contre-productif, même si ça ne s'additionne pas et que ça ne se soustrait pas. Ouais, donc toi, ce que tu dis, c'est un peu faut de la cohérence. De toute façon, c'est dans toutes les branches, que ce soit la consommation, la production, etc., qu'il faut agir pour, si on veut faire bouger les choses, quoi. Donc, exactement. Et l'investissement est compris. Après, c'est difficile, en effet. Je pense que, en réalité, c'est un peu ma conviction, c'est que c'est assez difficile de mesurer exactement l'impact d'un investissement versus la consommation, etc. Mais c'est juste pas comparable. En fait, c'est juste ça se mesure, mais c'est pas comparable. Voilà, c'est sur l'ensemble des leviers qu'il faut appuyer, quoi. Exactement.
Ok. Écoute, je pense qu'on arrive à peu près à la fin, moi, des questions que j'avais envie de te poser. J'ai quand même, chez Financiero, on a quelques questions rituelles qu'on pose. Et la première, c'est est-ce que toi, personnellement, tu investis chez Goodvest? Est-ce que tu es all-in chez Goodvest? J'imagine que tu es aussi investisseur en tant que, que actionnaire même de Goodvest, mais est-ce que tu peux me donner une fourchette du montant que tu investis dans les placements de Goodvest? Oui, bien sûr. Attends, je fais un petit calcul. J'ai 14 000 euros sur mon assurance vie, 6 000 euros sur mon PER, et j'ai un livret également. Donc, je dois être autour d'une vingtaine de milliers d'euros Ok. sur mon compte Goodvest, répartis en 3 enveloppes, assurance vie, PER et livret. Ok. Après, j'ai bien diversifié. Donc, dans mon assurance vie, dans mon PER, j'ai de l'infra, de l'immobilier, de la gestion pilotée, etc. Donc, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu peux tout faire avec Goodvest ou, tu vois, si jamais tu as envie de diversifier un peu plus ton patrimoine, tu es obligé d'aller chercher une solution, entre guillemets, qui n'est pas encore éco-responsable ou, sur la partie placement financier, ouais, sur le placement financier, tu considères sur le placement financier, tu peux tout faire chez Goodvest. Et moi, j'ai tout chez Goodvest. Sur la par partie exemple, il n'y a pas encore de PEA. Typiquement, ça, c'est un truc. Pas de PEA, non. Ouais, Moi, j'ai PEA, pas compte titre. Personnellement, j'ai pas de PEA. Ouais. C'est pas quelque chose que vous avez peut-être envie de faire à terme? Sûrement que c'est quelque chose qu'on va faire à terme. Ouais, okay. On considère que c'est, surtout pour l'investissement responsable, une brique qui est moins pertinente que l'assurance vie. Ok. Parce qu'en fait, sur le PEA, sauf si tu achètes des ETF en réplication synthétique, tu ne peux investir qu'en Europe. Ouais. Tu peux investir via le PEA. C'est pas si mal. C'est déjà pas mal, mais du coup, en termes de diversification, tu peux investir que sur des actions. Donc, en fait, le PEA, ça te permet, nous, tu vois, chez Goodvest, on a de l'infrastructure, de l'immobilier, des actions, des obligations partout dans le monde. Donc, si j'investis sur mon PEA, j'ai des actions européennes. Ça coche. C'est sûr, c'est plus limité. Ça coche une partie des cases. Alors, tu peux t'exposer aux US en achetant un ETF qui est en réplication synthétique, mais c'est pas de l'investissement responsable, quoi. Et tu peux te retrouver derrière à investir dans des titres qui ne sont pas ceux que tu souhaites faire via ces mécanismes. Mais est-ce qu'on veut faire un PEA sur le long terme? Je pense qu'il faudra qu'on en fasse un parce que c'est un produit majeur en France. Après, le PEA va peut-être aussi évoluer dans ces prochaines années. En ce moment, il y a des réflexions. Je n'ai pas suivi les derniers résultats des votes à l'Assemblée nationale. À mon avis, ce n'est pas passé. Mais je pense que la proposition était un peu ambitieuse. Voilà. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, tu as de l'assurance vie, tu as du PER, tu as du livret chez Goodvest, tu as de l'immobilier, tu as des produits structurés, tu as du fonds en euros, tu as du private equity. Grosso modo, pour la partie patrimoine financier, tu as 95% de ce que vont chercher les gens. Bien sûr. T'as pas de crypto-monnaie. Mais ça, tu l'as pas sur pas mal de plateformes. Est-ce que ça peut être vraiment éco-responsable? Ça, c'est un débat. Ça dépend de quelle crypto, ça dépend de quelle est ta gestion. Si tu fais du buy and hold et tu les gardes 25 ans, bon, l'impact CO2 de la transaction au moment de l'achat est assez réduit. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, tu as des acteurs qui utilisent les surplus d'énergie renouvelable pour miner du Bitcoin, et que derrière, ça crée des revenus qui peuvent être réinvestis dans le renouvelable. Donc, bon. Mais tu as aussi, des mines de Bitcoin qui utilisent du charbon. Donc, bon, c'est un débat. Après, sur le Bitcoin spécifiquement, c'est une réserve de valeur. Donc, il faut regarder par rapport à ces classes d'actifs concurrentes. Je ne suis pas sûr que le Bitcoin ait un impact plus négatif que l'or. Alors, les mines d'or. Que le dollar. Donc bon. Mais aujourd'hui, on n'en a pas. C'est un peu la brique que certains investisseurs vont chercher, qu'on n'a pas chez Goodvest. Mais souvent, tu la trouves sur des plateformes qui ne font que des crypto-monnaies. Ouais. Tu vas aller chez les Français Bitstack, tu vas aller chez Binance, chez Coinbase. Ils sont spécialisés sur les cryptos, ils font que ça. Donc c'est pas très grave pour nous de ne pas l'avoir. On a des clients qui ont les deux et on peut se permettre d'avoir 2 plateformes d'investissement. Aujourd'hui, c'est pas trop chronophage. Donc voilà. Ok, écoute, merci beaucoup Joseph. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à les poser en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre forum. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez bien sûr aussi aller poser directement vos questions aux équipes de Joseph sur leur site. Et puis, il me semble qu'on a avec vous un petit code promo donc qu'on glissera dans la description pour ceux qui auront été convaincus par les solutions de Goodvest. Merci. Merci beaucoup, Hugo. À bientôt. À bientôt.